Alors, on a mesuré Perpignan-Bordeaux, c'est 449 km de distance. C'est aussi 785 jours depuis la précédente université. Vous vous souvenez? Les ateliers, les axes qui sont dégagés, les nouvelles idées. Que sont-elles devenues, ces idées? Mises en œuvre, enterrées, plutôt la première option, non? Alors, je vais demander aux 4 dirigeants qui ont contribué à la synthèse de ces ateliers de Perpignan de venir me rejoindre. J'appelle André Samier, le président de la Banque Populaire Occitane, Jean-Louis Bancel, président du Crédit Coopératif, André Joffre, président de la Banque Populaire du Sud de Perpignan, qui nous avait si bien accueillis en 2012, Michel Grasse, président de la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté, et avec eux, Monsieur Henri Lignon, le directeur général de la Fédération nationale des banques populaires. Merci messieurs, merci. Installez-vous, je vous en prie. Bienvenue. Alors, avant de vous donner la parole, je vous propose, si vous voulez bien, un petit retour en images sur ce qui s'est passé depuis 2012. Regardez. De Perpignan à Bordeaux, il y a 449 km, et bien plus que cela. On passe du centre du monde de Dali à la perle d'Aquitaine. De la rivière Tête à l'impétueuse Garonne née dans les Pyrénées. De la crème catalane au cannelé. D'une université des administrateurs à l'autre. Deux ans se sont écoulés depuis que dans le Palais des Congrès de Perpignan, Annie Lemoine disait « Je suis vraiment heureuse, et ce n'est pas une formule, même fière, d'animer votre première université des administrateurs Banque Populaire. Ça y est, on y est, ça va démarrer. » 2 ans que résonnaient ces mots. Je déclare ouverte la première université des administrateurs Banque Populaire. Merci beaucoup. L'université de juin 2012 restera comme un temps fort, le lieu d'expression d'un collectif en mouvement. Je crois que la rencontre et que les échanges ont véritablement eu lieu. Après cet événement fondateur, le réseau des banques populaires s'est mobilisé sous l'impulsion de la Fédération pour promouvoir le modèle coopératif et faire vivre l'esprit banque populaire. De ce vécu commun, je sais que nous retournerons dans nos régions en n'hésitant pas à sortir le drapeau de notre poche. Alors merci, bon retour et rendez-vous à Bordeaux en 2014. Dès lors, la FNBP avait sa feuille de route pour les 2 ans à venir. Le réseau des banques populaires et ses dirigeants se sont mobilisés sous l'impulsion de la Fédération pour répondre aux attentes formulées à Perpignan. La création de la charte des administrateurs en est l'une des illustrations. Les dirigeants, partie prenante de l'élaboration du plan stratégique de BPCE, ont permis également de réaffirmer avec force les atouts du modèle coopératif comme porteur d'une différence valorisante pour le groupe. Depuis 2 ans, la Fédération a concentré son action autour de 3 axes majeurs. Face à la complexité croissante du monde bancaire, le développement des compétences des administrateurs est une priorité. La FNBP a renforcé son plan de formation et, conformément aux souhaits formulés en 2012, a lancé fin avril l'Académie des administrateurs. L'Université de Perpignan a été un accélérateur de la RSE. À la fin 2014, toutes les banques auront mis en place des comités sociétariat et RSE issus de leur conseil d'administration. La RSE est désormais inscrite dans les plans stratégiques de chaque banque populaire. Par ailleurs, la FNBP a informatisé le dividende coopératif et RSE, cet outil commun qui mesure l'engagement sociétal des banques populaires. C'est à partir de ces données que chaque banque peut publier son bilan coopératif et démontrer ainsi son engagement sur son territoire.
Dans le même temps, la Fédération consolide les résultats des 19 banques dans son bilan coopératif et RSE du réseau des banques populaires, une publication qui augmente la visibilité des actions réalisées en faveur de la société. Après 2012 et la publication de Vous avez dit populaire, la FNBP a adapté ce livre-magazine au format web pour diffusion plus large de son histoire. D'autres initiatives ont permis de valoriser les points forts de son modèle. La vidéo Banque populaire et caisse d'épargne Histoire croisée, et une vidéo d'animation qui détaille le fonctionnement d'une banque populaire renforce la connaissance des spécificités du réseau. Enfin, grâce à un module d'e-learning, les collaborateurs du réseau peuvent s'approprier les éléments de langage du modèle coopératif Banque populaire. La FNBP a renforcé ses liens avec ses partenaires, à l'instar de l'ADI, avec un partenariat recentré sur les jeunes, avec la renégociation des partenariats avec les chaires en microfinance, et un nouveau partenariat avec l'association Entreprendre pour apprendre. La Fondation d'entreprise Banque Populaire incarne les valeurs de solidarité et d'entrepreneuriat du réseau des banques populaires en accompagnant partout en région des porteurs de projets. Soutien aux musiciens ou compositeurs, action en faveur du handicap et, depuis 2013, valorisation des artisans d'art. La Fondation a un rôle déterminant pour ces différents lauréats qui excellent dans leur discipline et s'engage à les soutenir dans la durée. Deux ans ont passé depuis l'Université de Perpignan. 2 ans d'initiative, d'engagement et de réalisations concrètes qui ont permis de renforcer le lien avec les administrateurs, acteurs de la gouvernance coopérative. C'était l'objectif de Perpignan. Vous l'avez demandé, on l'a fait. Oui, on peut applaudir, bien sûr. Voilà pour ce petit round-up, le bilan de Perpignan. Alors André Sagné, quand on parlait de RSE en 2012, on avait un peu la sensation d'innover quand même, il faut dire. Aujourd'hui, on a bien sûr avancé, largement avancé sur le terrain de la responsabilité sociétale des entreprises et le réseau des banques populaires a structuré son engagement. Tout à fait, nous avons fait beaucoup de chemin. D'abord les conseils d'administration, puisque c'est l'instance la plus importante dans nos entreprises. Donc les conseils d'administration se sont emparés de ce sujet et ils ont fait évoluer leur comité de sociétariat en comité du sociétariat et de la responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est donc au plus haut niveau que maintenant la responsabilité sociétale de l'entreprise est évaluée et animée. Nous avons mis en place, grâce à la Fédération, des formations qui permettent aux administrateurs de se former sur ce sujet spécifique de la RSE et de la stratégie d'entreprise. Deuxième point qui reflète cette évolution, le fait que déjà 6 banques populaires donc, ont inscrit donc un plan RSE dans leur plan stratégique. Celles qui ne l'ont pas fait finalisent leur réflexion et toutes les banques populaires auront donc à terme la RSE inscrite dans leur plan stratégique. Des exemples concrets pour illustrer cette chose-là. Peut-être la Banque populaire atlantique qui vient de renouveler sa labellisation Lucie. La Banque populaire des Alpes qui a obtenu le label AFAC 26000 de l'AFNOR sur ce sujet. Et puis troisième point, peut-être le plus important, nous avons mis au point un outil de mesure des politiques RSE de nos entreprises. Donc cet outil, ça s'appelle le dividende coopératif. Nous mesurons donc toutes les actions, nous quantifions toutes les actions que nous faisons donc au bénéfice de notre environnement, au bénéfice de notre société. Cet outil est maintenant homogène dans le groupe, c'est un outil performant et apprécié. Alors comment est-ce qu'on peut progresser, quels sont les axes majeurs que vous projetez de développer dans les années qui viennent? Alors d'abord, cet outil de dividende coopératif, nous devons continuer à l'améliorer. Nous devons aussi passer du savoir-faire au faire-savoir, donc communiquer sur ce que nous faisons sur ce chapitre-là.
Nous devons également nous inscrire dans le plan stratégique du groupe et apporter les éléments constitutifs d'une politique de RSE grâce au travail de nos experts dans nos entreprises. Et puis donc, nous avons la formation, bien sûr, à continuer. Et nous devons peut-être nous intéresser un peu plus près à la relation avec nos sociétaires. Nous avons déjà une politique dans la plupart des banques populaires, dans toutes les banques populaires, une politique d'animation du sociétariat. Mais c'est une politique un petit peu descendante. C'est le conseil d'administration ou les opérationnels qui mènent des actions d'animation du sociétariat. Nous devons peut-être maintenant aller un peu plus loin et nous intéresser à ce qui remonte, c'est-à-dire écouter nos sociétaires, écouter leurs attentes et nous organiser pour répondre à cette attente. Parfait. Alors Jean-Louis Bancel, la proximité et l'ancrage sont souvent considérés comme des valeurs de la coopération et de la RSE. À Perpignan, avec votre groupe, vous nous aviez apporté une réflexion d'ailleurs sur ces deux notions. En ce qui concerne la proximité, vous nous aviez parlé de partage, de réactivité, de disponibilité. Pour les administrateurs qui avaient travaillé avec vous, la proximité était, on s'en souvient, plus liée aux évolutions sociologiques que technologiques. Alors est-ce que vous faites toujours le même constat ? Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. L'atelier que nous avions organisé à Perpignan avait montré trois choses qui, je pense, restent totalement pertinentes aujourd'hui. Tout d'abord, ce qu'on avait appelé le refus de la fatalité, où je requalifierais 2 ans plus tard le refus du sentiment de dépossession. Et je pense qu'après les événements récents que connaît notre pays, ce sentiment va croissant. Et donc, nous avons un devoir d'y être vigilants. Deuxième chose, c'est bien sûr l'humain au centre de toute chose, au début et à la fin des processus. Et puis, dernier point, c'est même la capacité d'action, parce qu'il ne suffit pas de bien percevoir, concevoir, il faut écouter et il faut agir. Sur ces terrains-là, je crois que notre Fédération des banques populaires a bien su s'approprier cette démarche. Nous savons que nous partageons en tant que banque coopérative ces grands principes avec nos collègues des caisses d'épargne. Et je peux vous dire, pour vous qui êtes administrateur, que nous, dans nos responsabilités, nous sommes fiers que les deux fédérations aient contribué à enrichir le plan stratégique du groupe par ces dimensions. Et ce n'est pas rien déjà que de voir apparaître dans le titre du plan stratégique un mot comme un qualificatif comme coopératif. Et ceci est dû à cette conviction que nous portons en tant qu'administrateurs, en tant que représentants des sociétaires. Au global, je pense que c'est clair, on essaie de faire ce qu'on a appelé le meilleur des deux mondes, la technologie, mais on va en parler beaucoup au cours de cette rencontre, et puis bien sûr les valeurs qui nous incarnent. Et donc la vision moderne et humaine, c'est tout simplement la fierté de faire vivre dans l'action nos proximités. Alors la proximité, elle n'est pas bien sûr que physique, elle s'exprime aussi dans vos actions, et notamment en matière de RSE. Tout à fait. Je crois que c'est important de d'abord bien incarner pour chacune de nos banques ce que nous avons à faire. C'est un point important, c'est donc donner la capacité d'agir à nos clients et à nos sociétaires. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport au climat de langueur que certains peuvent percevoir, la meilleure chose que nous puissions faire, c'est de montrer que nous accompagnons les gens qui veulent agir, ou entreprendre, pour reprendre ce verbe-là. Deuxième point, mais déjà André en a dit un mot, et je le reprendrai à mon compte, nous faisons des choses bien, mais peut-être devons-nous mieux les faire savoir. Et je voudrais reprendre un petit slogan. Vous savez, on connaît grand diseur, petit faiseur. Nous, on est peut-être trop taiseux. Et donc, je voudrais prendre un exemple où je pense qu'il y a matière à fierté. Ça a été présenté là aussi sur l'écran. C'est le rôle, la place que joue historiquement le crédit coopératif, mais aussi maintenant les banques populaires, dans le financement de l'ADI. Et quand je vois qu'une grande banque nationale au logo vert fait des grandes publicités autour de ça, ça me rend un peu perplexe à chaque fois. Je me dis, si nous étions capables de montrer là aussi tout ce que nous savons faire avec l'ADI, je pense que beaucoup de gens percevraient encore davantage la force de nos banques coopératives et des banques populaires plus particulièrement. Alors j'ai encore une question pour vous. La décision de réduire le nombre de régions aura-t-elle un impact sur cette notion de proximité territoriale parce qu'on change d'échelle ?
moi, je vous répondrai à la chose suivante. Je pense que si nous sommes ce que nous sommes vraiment enracinés dans nos territoires, ce n'est pas parce que certains pensent que l'on peut organiser les territoires à coups de couteau à fromage. J'ai vu ça dans un titre d'une tribune ce matin, là, disant qu'on ne découpait pas les régions au couteau à fromage, que ça doit forcément affecter notre manière d'être et notre manière de faire. Alors, je voudrais prendre un exemple et je voudrais me référer, moi, au Crédit Coopératif. Alors, Crédit Coopératif a cette singularité, c'est d'être une banque nationale. Mais néanmoins, nous travaillons sur des bases territoriales. Nous avons, depuis la nuit des temps, organisé des assemblées générales régionales qui correspondent aux régions administratives. Et je voudrais raconter cette petite expérience qui m'est assez chère. Un jour, j'ai eu à traiter d'un cas très important, parce que nous n'avons pas beaucoup d'agences sur le territoire métropolitain, 70, et quelle était l'agence qui devait s'occuper des prospects et des clients situés à Langogne. Je pense que vous savez tous où est la ville de Langogne. C'est là où est mort du Guesclin. C'est en Haute-Lozère. Et notre agence de rattachement administratif, au sens de l'État, c'est Montpellier. Et puis, le plus près, c'est Le Puy. Et donc, qui devait y aller? Et donc, étant lozérien d'origine, j'ai arbitré. J'ai dit, écoutez, ceux qui ont essayé de passer le col de la Pierre Plantée en hiver savent qu'on ne monte pas de Montpellier à Langogne. Et donc, on a dit, voilà, ça sera Le Puy qui s'en occupera. Donc, je pense et je fais confiance dans la capacité de nos dirigeants à adapter les territoires de nos banques au-delà des péripéties politico-administratives. Je crois savoir, mais mes collègues en voie de rapprochement à l'Est, l'Alsace et la Lorraine, j'ai cru comprendre qu'ils n'envisageaient pas de changer la nature de la vie coopérative, même si demain, la Lorraine et l'Alsace ne faisaient qu'un seul territoire administratif. On en reparlera précisément tout à l'heure. Alors André Joffre, merci beaucoup. On a parlé RSE, ancrage, proximité, il reste bien entendu le sociétariat. 3 axes de progrès ont été définis. Développer la proximité des administrateurs avec les sociétaires, élargir la base de dialogue entre la fédération et les conseils d'administration des banques populaires, et puis développer la notion importante d'administrateur ambassadeur. André Joffre, un certain nombre de chiffres vont apparaître à l'écran et je vais vous demander de bien vouloir les commenter. On va commencer par l'actualité du sociétariat, et si vous voulez bien. Bonjour à tous. Écoutez, effectivement, le mot sociétaire, parfois, peut apparaître un peu vieillot. Hein. On se dit sociétaire, bon. Et en fait, si vous voulez, dans sociétaire, il y a social. Et il suffirait de dire que nos sociétaires, c'est finalement un super Facebook, en fait. Hein. C'est un média social. Et alors là, ça prend tout à fait une autre dimension. Ouais. On voit très bien que ce que d'aucuns cherchent à faire avec beaucoup de difficultés, nous l'avons sous les yeux, en fait, sans vraiment s'en rendre compte. Et comme le disait André tout à l'heure, il faut qu'on remonte maintenant des informations de tous ces éclaireurs que sont nos sociétaires. Ils sont sur le terrain, ils sont en contact de la réalité. Il faut qu'ils nous montrent un petit peu les signaux faibles qui vont pouvoir nous permettre d'encore améliorer et de produire des produits, des services qu'ils attendent avant même qu'ils n'en aient perçu l'intérêt et l'usage. Alors, côté animation du sociétariat, quelles sont vos réflexions ? Alors, écoutez, sur le sociétariat, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Pratiquement toutes les banques organisent des réunions de sociétaires. Un tiers d'entre elles organisent des clubs de sociétaires, donc qui renforcent encore le travail avec eux. Et puis, à peu près les 3/4 des banques organisent des prix initiatives région, c'est-à-dire en fait distinguent des sociétés, plutôt des associations qui interviennent dans le domaine de l'intérêt général au nom des sociétaires. Donc voilà, ça c'est des choses qui fonctionnent parfaitement bien et on voit très très bien que, bon, même si on peut toujours améliorer les choses, on a déjà une relation qui est une bonne base de travail. Mais c'est évident qu'une fois de plus, hein, le numérique va un petit peu, enfin le digital va complètement bousculer tout ça. Et si on sait travailler cette capacité que nous aurions à organiser cet ensemble de sociétaires, ça serait quelque chose d'assez formidable. Pour cela, les administrateurs, évidemment, vont avoir la main, puisque ce sont les intermédiaires, en quelque sorte, les ambassadeurs de la banque vis-à-vis des sociétaires, mais aussi les représentants des sociétaires dans la banque. Alors justement, à Perpignan, on avait beaucoup réfléchi sur cette relation des administrateurs avec les sociétaires. Où est-ce qu'on en est ? Écoutez, ça marche bien. Les sociétaires sont très assidus.
près de 80% de présence dans les conseils d'administration, c'est quand même très élevé. Il faut savoir quand même que nos administrateurs sont souvent très impliqués dans la vie locale. Ils sont souvent dans les chambres de commerce, dans des unions patronales, etc. Donc ils sont très chargés, ils ont beaucoup de boulot et ils arrivent quand même à dégager du temps nécessaire pour être présents dans les conseils. Donc ça, c'est très précieux parce qu'il faut absolument avoir des conseils qui battent, je dirais, au rythme des régions dans lesquelles les banques sont installées. Alors ensuite, au niveau des présidents et des dirigeants des banques, on essaie avec la fédération de leur donner le lien le plus rapide et le plus immédiat possible. Oui. Donc lorsqu'il y a des conseils d'administration, nous en avons 8 par an de la fédération, eh bien nous produisons dans les 48 heures un compte rendu qui est envoyé à tous les dirigeants et qui leur permet très très rapidement d'être informés des décisions qui ont été prises en conseil. Ensuite, nous avons bien sûr des bulletins d'information, etc. Et puis, bien entendu, des éléments, là aussi un peu numériques, puisque avec l'Académie des administrateurs, on a mis en place un portail, on va dire, pour faire simple, qui permet de pouvoir accéder à toute une panoplie d'informations. Alors, parlez-nous-en, s'il vous plaît, davantage de cette académie. Elle a quel objectif ? Alors l'académie, si vous voulez, on a senti le coup venir un petit peu quand on voyait bien que la pression réglementaire sur les banques devenait de plus en plus pressante et qu'on allait nous demander un jour ou l'autre d'arriver à avoir des administrateurs encore mieux formés, mieux informés, et puis également qui avait une plus grande disponibilité pour pouvoir traiter les questions de la banque. Donc on a anticipé en mettant en place en fait une plateforme qui permet aux administrateurs d'une part de pouvoir suivre leur parcours de formation, oui, et puis de pouvoir se former avec des plateformes d'enseignement à distance et également en présentiel, donc en participant à des formations directement au siège de notre fédération. Alors on a quelques repères sur l'information et l'information des sociétaires. On va voir quelques chiffres. Je vais vous demander quels enseignements vous en tirez. Oui, alors, écoutez, voilà, on a quelques éléments qui apparaissent à l'écran. Les lettres d'information des sociétaires, nous en avons 9, donc qui... attendez, je ne sais plus là. Je ne sais plus. Qu'est-ce que vous me dites là? On va peut-être revoir la première slide sur ces sociétaires. Formation des collaborateurs au sociétariat. Voilà. Oui, alors oui, effectivement, il y a plusieurs éléments dans cette affaire. Il y a d'une part le fait qu'il faut former les collaborateurs des banques parce que oui, on a un peu tendance à considérer que le sociétariat, c'est quelque chose parfois qui leur est un peu imposé. Hein. Et donc, il faut absolument que les collaborateurs s'approprient cette notion de sociétariat, cette notion en fait de relation particulière qui existe dans nos banques, qui doit exister dans nos banques, et il faut que ce soit plus par appétence naturelle, par vraiment de façon très 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 banale, qu'ils arrivent à transmettre cette culture du sociétariat plutôt que par obligation, parce qu'on leur a dit qu'il faut absolument s'occuper du sociétariat. Donc ça, c'est important. On ne fait pas assez peut-être dans ce domaine-là. Il va falloir former et encore former, je crois, nos collaborateurs. Oui. Une autre slide, on peut peut-être... Voilà. Site internet dédié aux sociétaires. Site internet, voilà, c'est le grand absent. Peut-être on est vraiment très mauvais. On est vraiment très mauvais dans tous ces domaines du numérique. Au moins, vous êtes direct. Oui, parce que d'abord, un site internet, c'est vraiment le b.a.-ba de ce qu'il fallait faire avant. Hein. Ouais. Vous l'avez vu tout à l'heure, on a tous ouvert nos mobiles et puis on a téléchargé une application. Ouais. Ce serait génial que, par exemple, il y ait une application toute l'année, que tous nos sociétaires aient une application dans leur poche et que quand ils ne savent pas quoi faire, qu'ils nous donnent comme ça des avis sur ce quelles seraient leurs envies, par exemple. Tout ça, ça permettrait de pouvoir remonter de l'information. Je suis sûr que les permanents de la Fédé, ils auraient plein de choses, plein de grains à moudre avec ça. Hein. Ouais, oui, c'est certain. Et donc, on peut vraiment inventer le futur grâce à des remontées d'informations. Une fois de plus, 3 900 000 sociétaires, c'est une richesse considérable. Énorme. Des gens dépenseraient des milliards pour acheter ça. Hein. Je vous assure. C'est pas à vendre. Non, c'est pas à vendre, mais c'est pas vendable en plus. Ce qui est formidable, ce n'est pas vendable, ça n'a pas de prix. Donc. Parfait.
Merci beaucoup, André. Vous en avez terminé, Monsieur Joffre? Oui, je termine. Ouais. Parfait. Alors, Michel Grasse, à Perpignan, vous étiez le porte-parole d'attentes importantes de la part d'administrateurs sur la gouvernance coopérative. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces attentes et nous dire ce qu'il en est advenu? Oui, Annie, écoutez, effectivement, j'avais été l'interprète des administrateurs qui avaient exprimé une volonté assez précise d'accroître les exigences sur le recrutement, les exigences sur la formation et des réflexions sur la limite d'âge et la diversité. Alors, il ne vous a pas échappé que les contraintes réglementaires nous avaient quelque peu rattrapés depuis Perpignan et que donc nous avons désormais une exigence accrue sur ces sujets. La fédération n'était pas restée, après cette université de Perpignan, inactive, puisque dès septembre 2012, nous avons amorcé un travail sur l'Académie des administrateurs afin de répondre à nos obligations en matière de formation. Il se dégageait plusieurs points lors de cette université de Perpignan. Tout d'abord sur la formation. Donc, on a bien vu que de nouvelles dispositions législatives imposent désormais que les membres des conseils d'administration disposent de l'honorabilité, on espère qu'ils l'avaient déjà, de la compétence, c'est la même chose, et de l'expérience nécessaire à l'exercice de leur mandat. Ce qui est nouveau, c'est que nous ne sommes plus les seuls, à savoir le président, le directeur général et BPCE, à apprécier l'ensemble de ces critères. C'est désormais l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui apprécie l'expérience des administrateurs et les juge aptes ou inaptes à siéger dans nos conseils. Donc on voit bien pour cela qu'il y aura nécessité d'avoir des formations complémentaires pour les membres en action actuellement. Et pour les nouveaux membres, il sera effectivement très important de prévoir des formations initiales et des formations tout au long du mandat. Donc vous comprenez pourquoi la FNBP s'est investie de cette mission et a mis en place cette académie. Peut-être on peut détailler ces formations. Quelles sont ces formations qui sont dispensées par l'académie? Alors, bien évidemment, la FNBP faisait déjà des formations. Pour 2014, le catalogue est un peu renouvelé. Il y a environ 5 formations déjà cette année 2014 qui couvrent une large palette puisqu'il y a à la fois des formations pour les nouveaux administrateurs ou censeurs, qu'il y a des formations pour les membres des comités spécialisés, qu'il y a des formations sur le RSE qui a été souligné tout à l'heure par André. Il y aura sans doute aussi des formations plus spécialisées pour les présidents ou autres. Et puis, je pense que nous souhaitons aussi beaucoup développer l'e-learning, car beaucoup de nos administrateurs sont actifs dans la vie professionnelle et ne peuvent pas toujours consacrer du temps à se déplacer, en plus des conseils, sur Paris ou ailleurs. Et on en reparlera aussi tout à l'heure de ce e-learning. Alors, autre point, la rémunération des administrateurs. Alors, le sujet de la rémunération des administrateurs avait également été évoqué à Perpignan. Et puis, vous voyez que le législateur nous a parfaitement entendus, puisque dans le cadre de la loi économie sociale et solidaire, eh bien, on prévoit la gratuité des fonctions d'administrateur. Donc, c'est exactement ce que nous souhaitions. Plus sérieusement, et à titre personnel, moi, je constate, pour l'être également, que les élus politiques sont tous rémunérés. Moi, je ne vois pas pourquoi nos administrateurs qui apportent à nos banques leur honorabilité, leurs compétences, leur réseau ne le seraient pas. Donc c'est un sujet qui devra donc être repris quand nous aurons en main tous les éléments réglementaires qui ne tarderont pas à arriver. Un œil du côté de Bruxelles, si vous voulez bien, avec la fameuse directive CRD4, un sujet plus technique, mais qui multiplie, qui concerne, qui implique directement les administrateurs. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors la CRD4, l'Europe, Bruxelles, on voit bien qu'effectivement, dans le cas de ce qui s'est passé en 2008 et 2009, le législateur européen a souhaité effectivement renforcer la réglementation de nos banques. Pour ce faire, cette CRD4 est sortie, la transposition en droit français est sortie également, et la CPR a effectivement pris une position, par exemple, sur la notion de dirigeant responsable. Donc, messieurs les présidents, vous le savez tous, nous sommes devenus devant la CPR, et uniquement devant la CPR, dirigeants irresponsables ou en voie de l'être, puisqu'effectivement, désormais, il faudra avoir 2 dirigeants exécutifs responsables devant la CPR. Ce qui ne nous empêche pas, par ailleurs, d'être responsables devant le tribunal de commerce et éventuellement le tribunal pénal.
Un dernier point à évoquer ensemble, des attentes vis-à-vis de BPCE. Alors je vais regarder François Perrol bien en face pour ce qui concerne BPCE. Tout d'abord, nous avons travaillé tous ensemble depuis 2 ans et la publication du projet Grandir autrement est une réalité de ce groupe BPCE. Moi, je pense que les équilibres de pouvoir sont toujours précaires. On peut le voir dans certains partis politiques à l'heure actuelle et ils ne peuvent demeurer qu'avec beaucoup de dialogue et sans arrière-pensée. Je pense que nous devons garder notre autonomie de banque régionale tout en reconnaissant le rôle de l'organe central. Cette autonomie, elle doit cependant, à mon sens, avoir ses limites dès lors qu'elle engage le réseau des banques populaires ou le groupe dans son ensemble. Il faut bien évidemment, au niveau de nos banques régionales, tenir compte également des réalités industrielles de notre secteur et des nécessités de mettre en commun des moyens pour effectivement être efficaces. Sur tous ces points, je pense qu'il nous faut encore travailler. Alors sur la fédération, on ne m'avait pas posé la question, mais j'y viens quand même. En 2012, elle avait 2 ans, cette fédération, ou à peine 2 ans. Elle était à un petit âge. Aujourd'hui, elle a 4 ans, voire presque 5 bientôt. On voit bien qu'elle a gagné par son dynamisme, sa créativité, son agilité, ses résultats. Les dirigeants exécutifs ou non exécutifs se sont mobilisés autour de cette fédération, les collaborateurs largement aussi. Et donc je pense qu'aujourd'hui, cette fédération est une réussite dans son action et elle demande qu'à se transformer, qu'à continuer le travail. Parfait, merci beaucoup. Alors Henri Lignon, on a entendu les 4 rapporteurs des commissions faire la synthèse de l'évolution des thèmes traités dans les ateliers il y a 2 ans. En tant que directeur général de la FNBP, pouvez-vous nous préciser les grands axes autour desquels s'organisent les travaux de la fédération ? Oui, alors écoutez, avant de détailler ces grands axes, je vais peut-être revenir un peu sur, prolongeant ce que vient de dire Michel Grasse sur l'histoire de la fédération. Après 3 années de construction au cours desquelles la Fédération nationale des banques populaires a assis sa légitimité en étant le lieu de réflexion et d'expression de l'ensemble du réseau Banque Populaire, elle consolide aujourd'hui sa fonction de représentation du réseau Banque Populaire dans les domaines qui concernent notamment ses valeurs et son identité. Cette consolidation de la représentation s'est exprimée notamment, par exemple, et on en a parlé, à l'occasion de l'élaboration du plan stratégique Grandir autrement, puisque la Fédération nationale des banques populaires a travaillé, aux côtés d'ailleurs de la Fédération nationale des caisses d'épargne, sur le chantier modèle coopératif. Elle a pu apporter sa vision et peut-être contribuer au succès de ce chantier. Une deuxième illustration de cette fonction de représentation, c'est effectivement la démarche qu'a menée la Fédération nationale des banques populaires avec la Fédération nationale des caisses d'épargne, mais aussi avec l'ensemble des autres fédérations des groupes bancaires coopératifs pour préserver les caractéristiques spécifiques de notre gouvernance coopérative. On a fait allusion tout à l'heure à la CRD4 et à un certain nombre d'évolutions de la réglementation bancaire, et ceci nous a conduit à penser qu'il faudrait peut-être que notre fédération s'arme pour être mieux à même d'anticiper l'évolution de la réglementation bancaire et ses conséquences sur notre gouvernance. Par ailleurs, et c'est aussi une deuxième réflexion issue de l'actualité récente, il faudrait peut-être que nous soyons en mesure de mieux faire entendre notre parole vis-à-vis des représentants des membres de la représentation nationale ou des décideurs publics. Parfait. Alors la Fédération, il s'est aussi engagée dans une politique de partenariat et de mécénat très active. Absolument, et je crois que c'est un élément important de la représentation du réseau Banque Populaire. Nous avons mis en œuvre une politique de partenariat et de mécénat que nous avons recentrée autour de la microfinance, comme on le disait tout à l'heure, on a parlé de l'ADI, mais aussi de façon plus générale autour de l'envie d'entreprendre. Ce sont une philosophie ou des valeurs qui sont également portées par la Fondation d'entreprise Banque Populaire, qui accompagne dans la durée des porteurs de projets d'excellence. La Fondation, au cours de ces dernières années, a cherché à être plus lisible, plus visible, plus en interaction avec les banques populaires. Et preuve en est qu'aujourd'hui, ici, au Palais des Congrès, un espace a été réservé à la Fondation où vous pourrez découvrir ses différents jurys et le soutien qu'elle apporte à ses lauréats. Alors, on parle de plus en plus de la fédération en externe, elle se fait connaître et remarquer, mais en interne, au sein du réseau des banques populaires, quelles sont les priorités de son action ?
Alors, nous sommes en train de travailler à notre plan à 3 ans au sein de la fédération et donc rien n'est arrêté définitivement pour l'instant. Mais ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est quand même que nos priorités vont s'organiser autour de 3 thèmes. La formation, on en a largement parlé, les dirigeants ont insisté sur l'importance de cette formation et nous voulons faire de la formation un thème d'excellence de la fédération parce que c'est notre vocation et aussi parce que ça devient une obligation légale, comme on l'a dit tout à l'heure. Dans ce cadre-là, nous avons bénéficié de la part des pouvoirs publics d'une reconnaissance de notre activité de formation puisque nous avons été agréés comme organisme de formation. Nous nous professionnalisons et nous allons continuer dans cette voie. On a effectivement, et ça a été dit, rassemblé l'ensemble de nos actions de formation au sein de l'Académie des administrateurs, ce qui va nous permettre probablement d'offrir des programmes de formation qui seront plus diversifiés dans leur forme et dans le fond, e-learning, mais aussi en l'élargissant, et puis également peut-être plus proche des besoins des administrateurs. Enfin, on est en train de réfléchir à une offre de formation à destination des collaborateurs des banques populaires sur le modèle coopératif pour qu'ils soient de vrais porte-drapeaux de notre modèle. Autre axe majeur, le sociétariat. Alors, évidemment. le sociétariat, effectivement, une autre priorité. Parce qu'il est sans doute important d'arriver à parler d'une seule voix, à ancrer des pratiques communes et à donner un vrai sens à notre identité. Le sociétariat, ce n'est pas seulement, même si c'est très important, la vente de parts sociales ou l'organisation de réunions conviviales. Je pense que nous devons, sans gommer nos différences régionales, trouver un socle commun d'actions ou d'outils qui revitalisent l'identité Banque Populaire et nous permettent de témoigner concrètement de notre engagement en faveur des territoires et des sociétaires. Et tout ça n'est rien sans communication. Naturellement, on l'a dit, le savoir-faire et le faire savoir est aussi important que le savoir-faire, ou en tout cas doit relayer le savoir-faire. C'est vrai que sans communication, on ne pourra pas mobiliser. La fédération souffre encore peut-être d'une insuffisante interaction avec l'ensemble des banques populaires dans ce domaine. C'est en convainquant et en fédérant l'ensemble des acteurs du réseau Banque Populaire, les dirigeants, les administrateurs, les collaborateurs, les sociétaires, que l'on parviendra à incarner l'esprit coopératif, l'esprit Banque Populaire. La Fédération nationale des banques populaires, votre fédération, est une structure petite et qui le restera, mais qui est souple, active, créative et qui a surtout une grande ambition que partage toute son équipe, être utile. Merci infiniment. Merci à Henri Lignon, à André Samier, Jean-Louis Bancel, André Joffre et Michel Grasse. Merci messieurs.